Des animaux hors du commun. Des chiens d'élite capables d'affronter tous les périls. Quand il y a danger de mort, ces chiens sauveteurs sont capables de tous les exploits pour sauver des vies. Dans ce numéro de Matricule Canin, ces sauveteurs de l'extrême viennent au secours d'enfants en péril. Dans la première partie, nous nous rendrons en Haïti, où un nourrisson de 15 jours est bloqué sous les décombres de sa maison. C'est le plus violent tremblement de terre de ces dernières années. Comment Dusty, un berger belge malinois, va-t-il faire pour le retrouver? Puis nous irons en France, à Roubaix, où un petit garçon de 5 ans est aux mains d'un dangereux pédophile multirécidiviste. Hugo, un chien pompier, est mobilisé pour l'enquête. Va-t-il le retrouver à temps? Nous sommes le 12 janvier 2010, dans le sud d'Haïti, à Jacmel. À 16h53, le pays est secoué par un très violent tremblement de terre. Des familles entières se retrouvent à la rue à la recherche de leurs proches. Les Haïtiens sont résignés. La capitale Port-au-Prince est à terre. Jacmel est détruite à 50%. Les voies de communication sont coupées. Des cadavres jonchent les rues. Les survivants sont bloqués sous les décombres de leur maison. Les premières images de la catastrophe sont relayées partout dans le monde. Les médias parlent déjà du plus violent tremblement de terre que la région ait jamais connu. Le premier bilan provisoire fait état de plusieurs centaines de morts et de milliers de blessés. Une énorme frayeur dans ce bâtiment. Le gouvernement haïtien demande immédiatement une aide internationale. Des sauveteurs et des unités canines sont appelés à la rescousse des 4 coins du monde. De l'autre côté de l'Atlantique, Dusty, un berger belge de 2 ans, finit sa formation de sauvetage de personnes dans la banlieue parisienne. Dusty sera le seul chien français à partir au secours des victimes piégées sous les décombres de Jacmel. Je suis contacté par le corps mondial de secours suite au fait qu'ils apprennent que je suis libre pour partir avec mon chien. Pour la recherche en décombres, il y a plusieurs races de chiens sauveteurs. Les bergers belges malinois comme Dusty font partie des plus performants. Dusty, 35 kg, 67 cm de hauteur. De l'avis de son maître Xavier, il est sociable, un peu pot-de-colle, très curieux et enthousiaste. C'est quelque chose qu'on recherche chez le chien de recherche, notamment en décombres, parce qu'il faut qu'il y aille. Allez, dedans. L'enthousiasme est une qualité, mais c'est également un défaut. Dusty a tendance à vite s'enflammer et à foncer tête baissée. Depuis qu'il a 3 mois, tous les week-ends, quelle que soit la météo, Dusty s'entraîne sur des sites où sont reconstitués des décombres. Il est programmé pour être opérationnel sur une catastrophe comme celle d'Haïti. Dusty a montré lors de sa formation qu'il était l'un des meilleurs de sa génération. Dusty et Xavier forment une équipe ultra performante. Dusty, pour moi, c'est un complice, c'est mon binôme. En secours, c'est mon équipier. Parce que ce sont nos chiens qui vivent chez nous. Donc ils vivent en famille, la complicité, là, voilà, c'est un chien comme monsieur tout le monde, voilà, mais il y a un sport particulier, il fait de la recherche de personnes. Si Dusty est aussi performant aujourd'hui, c'est parce que Xavier le dresse depuis qu'il est né. Chiot, je le mettais, il était grand comme ça, à 3 mois, et je laissais regarder ses congénères travailler. Voilà, et quand on a commencé à le lâcher là-dessus, on s'est aperçu que il était très volontaire, il aimait ça, quoi. La clé du dressage, la motivation.
Un chien de recherche comme Dusty doit être heureux de travailler. Pour le féliciter, Xavier a l'embarras du choix. De l'eau, des croquettes ou une caresse. Mais ce que Dusty préfère, c'est son boudin. Ces cadavres, abandonnés au coin d'une rue, ne donnent qu'une petite idée du lourd tribut que le quartier de Delma a payé au séisme. 48 heures après le tremblement de terre, les secours affluent du monde entier à Port-au-Prince. Pourtant, Dusty et son maître restent en stand-by. Xavier doute de ses capacités. Leur binôme n'est encore jamais intervenu dans une telle catastrophe. La population rescapée tente seulement de survivre avec l'odeur des corps en décomposition. Donc je m'interroge sur le fait que est-ce que je suis capable de partir avec ce type de chien pour une première mission aussi importante. Autre problème à gérer pour Xavier. Il doit s'assurer que le vaccin contre la rage de Dusty est toujours effectif. Sur place en Haïti, les risques de contagion sont tels qu'il n'aurait pas l'autorisation de ramener son chien en France. Il risque d'être condamné à l'euthanasie. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas accepter, donc sinon je ne partais pas en mission. C'est une morgue à ciel ouvert. 3 jours après le drame, le bilan provisoire dépasse les 100 000 morts. Xavier va devoir se décider vite. Peu importe son manque d'expérience, Dusty est le seul chien français disponible pour aller à Jacmel. Il se doit de répondre présent. Dusty et Xavier vont partir pour le plus grand défi de leur vie. Mais n'est-ce pas trop tard? Il a fallu 4 jours à l'ONG pour s'organiser, rassembler les hommes, la nourriture, le matériel et 1 tonne d'eau. Les sauveteurs partant pour une mission de 10 jours doivent être totalement autonomes. Sur place, c'est le chaos. Les aéroports sont saturés, toutes les voies de communication sont coupées. Ils vont devoir changer 4 fois d'avion pour pouvoir rejoindre Haïti. Finalement, 6 jours après le drame, c'est par bateau que Dusty, Xavier et leurs équipiers vont enfin parvenir à Jacmel. Enfin presque. Leur embarcation est bloquée au large en raison des risques de pillage. Le capitaine du bateau ne savait pas à qui on allait avoir affaire en arrivant à Jacmel. On nous dit de rester donc couché dans le bateau. Si près du but, ils sont bloqués au large. Pour des raisons de sécurité, Dusty, Xavier et leurs coéquipiers sont contraints d'attendre la nuit noire pour débarquer. L'horloge tourne. On regarde le littoral. On voit sur la gauche une plage avec des cocotiers. Sur le moment, on ne peut pas trop se rendre compte qu'il y a eu une catastrophe. 8 heures plus tard, l'équipage débarque enfin. On accoste, on va décharger le matériel. Ils sont quand même un peu soulagés de nous voir arriver. Quand on a chargé les camions, on monte sur les camions, on fait route vers le camp de base. Dès qu'on sort du port, on rentre dans les rues de Jacmel. On est tous dans des pick-up, dans des camions. Et à la lumière des phares, on voit les maisons à droite, à gauche qui sont tombées. On s'aperçoit que c'est détruit, que c'est bien touché quand même. Surtout qu'ils nous attendaient depuis une semaine, on s'est dit, voilà, pour eux ça devait être très long. Donc il faut se mettre au boulot rapidement. Ces sauveteurs expérimentés savent qu'au bout de 7 jours, leurs chances de trouver des rescapés sont quasiment nulles. Mais ce sont des pros, prêts à tout tant qu'il reste un espoir. Parmi eux, Alberto Safiotti, chef de chantier, et Alexandre Pertin, secouriste. Pour sortir quelqu'un de vivant des décombres, c'est les 3-4 premiers jours. Après, ça devient critique. Y a-t-il toujours des personnes en vie sous ces décombres? La population de Jacmel et les pompiers locaux sont soulagés de voir Dusty et son équipe prendre les choses en main. Les Français sont arrivés avec des engins lourds. Ils ont commencé à travailler tout de suite. Ils sont affectés à la zone la plus sinistrée de la ville. La veille, des chiens colombiens ont ratissé le quartier et n'ont retrouvé que des morts. Dusty et Xavier sont la brigade de la dernière chance. Xavier, le maître chien, est arrivé au quartier avec son chien. Arrivé sur le chantier, l'équipe commence par sécuriser la zone et installer le matériel. Dusty, quant à lui, ne peut pas commencer à travailler tout de suite. Xavier doit respecter la procédure. Dans cette phase de travail, il s'agit de laisser Dusty s'habituer aux odeurs et faire ses besoins. Je voulais en profiter pour le détendre un petit peu, mais je ne peux pas trop m'éloigner, sachant que je suis le seul maître chien disponible.
Je sais que Xavier doit faire dégourdir les jambes à son chien, le détendre, parce que si un chien ne fait pas ça, il ne travaille pas bien. Cette première étape l'aide à prendre ses marques, à trouver des repères et surtout à prendre confiance. Sous la chaleur haïtienne, les sauveteurs procèdent à leurs premières interventions. Le thermomètre dépasse les 35 degrés et les odeurs de cadavres sont insupportables. Au bout de quelques heures, l'équipe est abordée par un homme, un Haïtien. J'ai un petit grand-père avec son petit chapeau rouge et il m'a tiré par la manche et il m'a dit comme ça, il fait « Monsieur, monsieur... » Je tire la chemise d'un des Français pour lui dire qu'il y a ma petite fille là, qui est morte sous les décombres de cette maison. Alors ils partent à la recherche du cadavre de la petite. La maman du bébé, Michelène, se remémore le drame qui l'a séparée de sa fille, alors âgée de 15 jours. J'ai senti que la maison tremblait et je suis sortie. Je croyais que c'était un bulldozer qui passait dans le quartier. Je n'ai même pas eu le temps de revenir à l'intérieur pour prendre Elisabeth. La maison s'est effondrée sur elle. Contrairement au grand-père, Michelène est persuadée que sa fille est encore en vie. À ce moment-là, tout le monde pensait qu'Elisabeth était morte. Moi, j'étais sûre qu'elle était en vie. Alors j'ai essayé de creuser un trou, mais les murs étaient trop épais. Michelène s'en remet donc aux sauveteurs. Mais les secouristes savent qu'il y a peu d'espoir que son nourrisson de 15 jours soit encore en vie. Cela tiendrait du miracle qu'Elisabeth ait survécu au séisme et soit restée 8 jours seule dans le noir, sans eau, sans nourriture, sous les décombres. Pendant ce temps-là, Xavier a trouvé un endroit au calme où détendre Dusty. Xavier! C'est alors que quelqu'un vient le chercher. C'est Alberto. Je suis allé voir Xavier avec Dusty et là je lui mets une pression car je lui demande d'intervenir tout de suite. Xavier me dit comme ça, il me fait si je dois intervenir tout de suite, le chien va pas forcément travailler très bien parce qu'il n'a pas fait ses besoins. On prend le risque. L'urgence commande. Mais Xavier va à l'encontre de ce qu'un maître chien doit faire. Engager Dusty dans ces conditions, c'est prendre le risque de casser 2 ans de travail. Si Dusty n'a pas fait ses besoins, il risque de ne pas être suffisamment concentré pour retrouver Elisabeth. Xavier décide malgré tout d'engager son chien sur le chantier de la maison effondrée. C'est une maison sur 2 niveaux. Le premier étage est venu effondrer le rez-de-chaussée. Et le rez-de-chaussée n'est plus qu'une pièce de 60 cm à peu près de hauteur. Pour la première fois de leur carrière, Dusty et Xavier font face à la réalité du terrain. Il faut savoir aussi qu'avant qu'il lâche Dusty, il met Dusty en condition. C'est-à-dire qu'il s'accroupit, il a son chien dans ses bras, il lui parle, il lui dit ce qu'il veut de lui. Et le chien, il se sent, il ne demande qu'un truc, c'est de partir comme une balle pour aller chercher. Dusty va-t-il remonter l'odeur d'Elisabeth? Va-t-il concrétiser les heures d'entraînement et le travail de son maître? J'engage le chien, il prend un peu le vent, il prend les odeurs et il va sur une porte au fond. Porte en bois. Mais dès son entrée en action, Dusty surprend tout le monde en se dirigeant vers une autre maison. Les gens trouvent la porte et je vois qu'il y a des enfants derrière qui regardent le chien, enfin qui l'ont vu à travers les plans, je pense. Dusty s'est trompé de cible. Ces enfants n'avaient rien à faire là. Ils sont entrés dans le périmètre de sécurité. Mais cette erreur confirme que le chien n'est pas suffisamment concentré. Xavier en mesure les conséquences. Le risque, c'est de se faire passer pour le dernier des branquignoles, quoi. Bon, c'est pas grave en soi, mais c'est partir en mission avec une ONG et avoir des chiens qui ne travaillent pas, c'est pas possible. On a vu la réaction de Xavier et on a bien senti qu'il y avait un moment de flottement et une incompréhension entre le chien et le maître sur l'information du chien. Malgré cet échec, Xavier décide de réengager Dusty immédiatement. Je me mets au niveau de la porte et je relance le chien, donc en avant. Mais Dusty n'en fait qu'à sa tête. Alors qu'on attend de lui qu'il retrouve la petite Elisabeth, il fait une pause pour faire ses besoins. Il va aller au fond, il va faire ses besoins rapidement. Il fait pipi, voilà, faut faire autrement, voilà. Mais ça, voilà, on le sait hein, en tant que maître chien, ça fait partie. C'est un chien, hein, il réagit en chien. Excuse-moi, je fais pipi. Faire ses besoins fait partie du rituel pour un chien.
Mais Dusty, sans s'en rendre compte, vient de déclarer la guerre aux chiens enragés du quartier en urinant sur leur territoire. S'il est mordu, Dusty est condamné. Finalement, les chiens errants sont éloignés par les habitants du quartier. Dusty peut enfin partir à la recherche d'Elizabeth. Pour repérer Elizabeth, Dusty possède une arme redoutable, son odorat. C'est le sens le plus développé chez le chien. Sa perception des odeurs est centralisée dans une partie du museau appelée muqueuse olfactive. Cette muqueuse est composée de petites cellules qui captent les odeurs et les transmettent au cerveau. Un malinois comme Dusty possède 220 millions de cellules sensorielles, tandis que l'homme n'en possède que 5 millions. Je vois qu'il a un coup de nez, donc je remonte à sa hauteur, je passe derrière, un peu derrière lui, et il commence à tourner dans une zone assez restreinte. Et le connaissant, je dis oula, je commence à dire oula, il faut qu'on soit concentré sur le travail. Et là, Xavier, il doit être toujours les yeux rivés sur le chien. Regardez le mouvement de la queue, les oreilles, la façon de bouger du chien. Toutes ces composantes-là, pour un maître chien, c'est comme si on le lisait dans un livre. C'est quelque chose qui lui parle. Dusty semble vouloir attirer Xavier dans un trou sous les gravats. Mais l'espace est réduit, à peine 50 cm. Et il va s'engager dans une trouée. Et il ressort. Je vois qu'il regarde ailleurs, il va vers un sauveteur. Hop, je donne l'ordre, cherche. Et il va revenir à l'endroit où il est. Je me mets un peu à l'écart. Et il va rentrer dans une deuxième trouée, qui est sur la gauche. Il va rentrer dedans. Donc moi, pour voir ce que fait le chien, je suis le chien. J'allume ma lampe frontale, donc sur le casque, pour voir ce qu'il fait et je suis. Xavier s'engouffre dans la cavité pour suivre Dusty. Mais il y a danger. Régulièrement, des répliques menacent et les maisons continuent de s'écrouler. Je prends aussi la décision de ne pas aller trop loin parce que s'il y a une réplique, quoi que ce soit, je dis c'est bon, tous les deux on est carpette. On va trop loin, on ne pourra jamais revenir. À l'entrée du trou, Xavier procède à ce que l'on appelle la lecture du chien. Il analyse avec attention le comportement de Dusty. Le mouvement de sa queue, appelé le coup de fouet, le mouvement de sa truffe, qu'on appelle le coup de nez, ainsi que les aboiements, sont les 3 points de lecture les plus importants. Donc je vois le chien, il aboie, il a un coup de fouet, donc j'ai la queue dans le visage, puisque je suis derrière lui, je me prends la queue, et je lui dis, bon, il a chaud, mais il veut y aller. Donc il a quelque chose. Et quand je le vois comment il réagit, il fait un petit aboiement, moins violent que ce que l'on connaît en entraînement. Quand le chien est entré à l'intérieur avec le maître chien, le chien ne voulait pas revenir immédiatement. Ça signifie peut-être qu'il y a une cible. On sent que là, il se passe quelque chose. Quand Dusty et Xavier sortent du trou, l'ensemble des sauveteurs français et haïtiens ont les yeux rivés sur le binôme. Ils attendent leur diagnostic. Où est-ce qu'il a pointé? Xavier me dit, c'est là, ça j'en suis sûr, c'est ce point-là qu'il a pointé. Tu vois Dusty, il faut creuser dans son axe, il y a quelqu'un. Par contre, j'ai un doute, mais pas de doute dans le chien. Je dis, il est sur quelque chose. Par contre, le doute, il va venir sur... Je ne sais pas si c'est vivant ou si c'est mort. Voilà. L'aboiement de Dusty n'est pas franc et son attitude moins dynamique qu'à l'entraînement. Durant leurs 2 années de formation, Dusty et Xavier n'ont jamais été au contact de cadavres. Dans ce scan thermique, nous pouvons visualiser comment Dusty perçoit un être humain. La différence entre un vivant et un mort, c'est la température du corps. C'est comme si le chien percevait chaque cadavre par un point bleu, un corps froid, et chaque être vivant par un point rouge, donc un corps chaud. Dans ce cas précis, Dusty hésite. Elizabeth serait-elle encore en vie? Les sauveteurs n'y croient pas mais mettent tout en œuvre pour sortir le corps du bébé et le rendre à sa famille. Ils creusent à l'endroit où Dusty a pointé. Et je commence à donner mes ordres. Vous mettez le matériel en place, groupe électrogène, disqueuse, marteau-piqueur, et vous me faites une trouée à cet endroit pour pouvoir accéder sous la maison. Pour pénétrer dans la maison où se trouve le bébé, on a besoin de marteau-piqueur pour pouvoir traverser les dalles de béton et c'est des heures de travail. C'est un travail de titan. Il faut 2 heures au sauveteur pour créer une brèche. Pendant que les sauveteurs creusent à l'endroit indiqué, Dusty et Xavier font une pause sous la chaleur haïtienne.
Je reviens donc vérifier si le chien n'est pas blessé, si c'est pas fait de coupure ou autre, notamment sur les coussinets, et réhydrater le chien. Et surtout, voilà, regarder les yeux, par exemple, la poussière, s'il y avait quelque chose. Voilà. Et le mettre au repos en attendant qu'on le réengage. À un moment donné, il y a un trou d'homme qui est fait suffisamment en profondeur pour être pratiqué. Bon, bah, j'interpelle Fabien qui est à côté de moi, je lui dis bon bah allume ta lumière, on va voir. Alexandre et son collègue Fabien se faufilent dans le trou. Il fait sombre et l'air manque. Les deux sauveteurs butent rapidement sur des obstacles. Parce que bon, faut imaginer que la pièce fait à peu près 25 mètres carrés sur une hauteur de plafond comme par chez nous, à 2,50 m à peu près. Là, la pièce est réduite à 60 cm de hauteur, donc il faut bien imaginer que tout l'ameublement, tout ce qui peut être dans la pièce, c'est écrasé et c'est un bric-à-brac pas possible. Je saisis les gravats, je les fais glisser le long de moi. Fabien les prend à mes pieds, les fait glisser le long de lui. Donc on va mettre plusieurs dizaines de minutes à traverser la pièce, tout simplement pour se frayer un chemin, progresser et puis pouvoir fuir en cas de danger. Chaque geste, chaque mouvement, chaque objet déplacé peut à tout moment faire s'écrouler le reste de la maison. On va travailler comme des fourmis, comme des mineurs de fond, en quelque sorte, pour arriver jusqu'à un lit qui se trouve dans le fond de la pièce. Donc je me rapproche du lit et j'essaie de me redresser tant bien que mal sur les 60 cm de hauteur. Et puis je commence à faire des brassées à l'horizontale pour retirer les gravats qui sont devant moi. À un moment donné, en agrandissant mes brassées, j'ai mes doigts qui sont retenus dans du linge, dans des draps.